Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Le 9 juin est un anniversaire pitoyable. Nous assistons au spectacle tragique d'un échec politique collectif. Ces mots très durs, ce sont ceux de citoyens en colère face à l'absence d'un gouvernement bruxellois. Soutenus par plusieurs associations, ils appellent aujourd'hui les Bruxellois à la mobilisation et les invitent à un pique-nique lundi prochain à la Bourse. Ce soir, 2 des organisateurs de cette initiative sont avec nous. Voilà, 2 invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Daniel Verhoekstraat. Bonsoir, vous êtes donc le cofondateur de Respect Bruxelles. C'est l'initiative citoyenne qui appelle à cette mobilisation. Et puis j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Lamotte. Vous aussi, vous êtes cofondateur de Respect Bruxelles. Daniel Verhoekstraat, première question pour vous. Donc vous êtes le frère d'Yvan Verhoekstraat, qui est le président des engagés. Ça ne vous a pas freiné dans cette volonté d'organiser cet événement et d'appeler à cette mobilisation? Clairement, Respect Bruxelles n'a absolument rien à voir avec les engagés. Ce n'est pas du tout au titre de frère de Yvan que j'ai lancé cette initiative. Oui, je pense qu'on a chacun en fait, des raisons de ne pas aller à la Bourse lundi prochain. On a tous des raisons de rester dans son fauteuil et de trouver scandaleux la situation actuelle. À un moment, avec quelques amis, on s'est dit que ça suffisait et qu'il était temps de quitter le confort de notre canapé et d'aller exprimer de manière claire le fait qu'on voulait autre chose, positivement, avec le souhait que ça puisse aider à l'accouchement d'un gouvernement. Mais 1 an après des élections, il nous semble qu'il est temps que ça bouge. Et vous n'avez pas peur qu'on fasse un amalgame avec les engagés, puisque vous êtes le frère d'Yvan Verhoekstraat? Écoutez, chacun fera les amalgames qu'il souhaite. Moi, je ne peux juste qu'être sincère dans ma motivation à vouloir trouver une solution pour cette ville que j'aime particulièrement, dans laquelle je travaille depuis 30 ans certainement, là le temps passe vite, et dans lequel j'ai habité un peu partout. Et donc pour moi c'est vraiment important de pouvoir exprimer cette motivation et cet attachement à la ville d'une manière qui soit claire et de ne pas rester dans l'apathie générale qu'on constate quand même globalement. Oui, alors justement une question pour vous, Frédéric Lamotte. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une certaine apathie, que les gens s'habituent finalement à l'absence de gouvernement bruxellois. Écoutez, il y a plein de crises aujourd'hui et les gens sont invités à sortir dans la rue pour plein d'autres choses. Mais ici, honnêtement, je crois qu'il est possible de mettre de la pression de l'extérieur et d'avoir un vrai impact sur la formation du gouvernement, mais également sur notre demande de réformer les structures de Bruxelles. Oui, on va avoir l'occasion d'en parler, des structures que vous voudriez voir réformées. C'est vrai, on va voir quelques images. Il y a déjà eu une mobilisation au mois de mars, un rassemblement devant la Bourse. Ça n'avait rien donné. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, une mobilisation peut donner plus de résultats? Parce que je pense que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'unir Bruxelles. On est en train d'unir plein de gens de différents backgrounds, de différents côtés. Néerlandophones, francophones, des entrepreneurs, des activistes, également des travailleurs sociaux. On a essayé d'avoir le support de presque tout le monde à Bruxelles. Et ça, c'est assez unique. Et donc, on parle avec un voix unie. Et notre message est clair, former un gouvernement et reformer notre ville. Oui, alors je parlais d'une certaine indifférence. Vous-même, vous avez finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à un moment donné, avec plusieurs amis, dont certains entrepreneurs, à vous dire « cette fois-ci, on doit y aller, on doit se mobiliser » ? Mais en fait, c'est toujours surprenant de voir ce qui se passe très loin de chez nous au niveau de la démocratie. Et puis, en fait, de constater que dans notre ville, la démocratie, elle est en danger. Parce que la démocratie, ça n'est pas seulement de voter une fois tous les 5 ans, c'est de réussir pour les élus qui ont été choisis pour représenter la population, de réussir à se parler, à s'écouter et à faire les compromis qui permettent de vraiment assumer les responsabilités qu'on leur a confiées. Et donc, ce qui m'a motivé, moi, c'est de me dire, en fait, la démocratie, ici à Bruxelles, elle est aujourd'hui dans une situation difficile et il faut que les citoyens qui tiennent à cette démocratie se mobilisent par rapport à ça. Oui, alors vous avez des mots très durs, je le disais en intro, vous parlez d'anniversaire pitoyable. Vous avez vraiment cette impression-là aujourd'hui, c'est pitoyable ce à quoi on assiste aujourd'hui? Oui, absolument.
Chaque jour, en fait, il y a des milliers de gens qui sortent de leur lit pour travailler pour Bruxelles, pour nettoyer nos rues, pour travailler avec les gens avec les toxicomanes, pour faire du travail social, pour organiser notre ville. Chaque jour, ils sont là. Et quand on voit ce que fait notre niveau politique, et c'est vraiment ça, je ne pourrais plus accepter. On mérite un politique qualitatif qui représente notre ville et qui représente les intérêts des Bruxellois et pas les intérêts des partis politiques. Oui, vous dites ce mot-là aussi, pitoyable, quels que soient les partis. C'est sûr que pour le moment, on ne peut pas dire que globalement la classe politique sort grandie de cet événement-là. Et je pense qu'au-delà des souffrances pour les entrepreneurs, pour les institutions artistiques, pour les associations qui souffrent de cette situation, il y a aussi l'image globalement dans la population de la démocratie. Et dans une période où il y a une tendance justement à aller vers les extrêmes, cette image abîmée de la démocratie, elle est vraiment pitoyable. Alors ça ne dit pas que tous les politiciens sont des pourris, qu'il faut justement abandonner le système, mais c'est au contraire un cri du cœur pour dire qu'il est important de faire vivre cette démocratie, et il y a beaucoup de gens qui y tiennent, et c'est la raison pour laquelle on est convaincu qu'il y aura beaucoup de gens qui se mobiliseront avec nous pour encourager l'ensemble des politiciens à assumer leurs responsabilités. Oui, parce que ce qu'on nous dit aussi, Frédéric Lamotte, c'est que les administrations fonctionnent, il y a des mécanismes prévus, les 12e provisoires, donc tout n'est pas bloqué, les politiques continuent à fonctionner. Pour vous, ce n'est pas un discours que vous pouvez entendre, ça ? Non, pas du tout, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas assez. Comme je disais, on demande un politique qui respecte les Bruxellois et les intérêts des Bruxellois et qui montre qu'il y a une vision sur la longue durée, pas uniquement jusqu'aux prochaines législatures, mais plus loin, parce qu'il y a des défis à laquelle notre ville est confrontée qui demandent des réponses sur la longue durée. Et on a besoin d'un politique qui nous prépare pour ça. Ouais, vous pensez, vous, que si la situation perdure, la région court à la catastrophe ? Écoutez, moi, je ne suis pas un catastrophiste de nature, je suis un optimiste et je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver des solutions. Et je crois qu'au-delà des solutions qu'on va pouvoir trouver à court terme, on doit pouvoir profiter de cette situation pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les mécanismes qui sont en place et réfléchir à comment les restructurer. Winston Churchill disait qu'on ne doit jamais gâcher une crise, que c'est une opportunité pour s'interroger sur la manière dont ça fonctionne. Aujourd'hui, on est dans une crise et on doit s'interroger sur comment on veut faire en sorte non seulement de sortir de la crise, mais aussi d'éviter qu'elle se reproduise à l'avenir. Oui, alors il y a des initiatives qui ont été lancées récemment. Il y a celle de David Leister qui a présenté une déclaration de politique régionale la semaine passée et qui entend donc entamer un premier tour de table avec les partis qui y ont répondu. Et puis il y a aussi le président de la fédération bruxelloise du PS, Ahmed Lawesh, qui tente lui de rassembler une majorité progressiste, de projets divergents donc. Écoutez à ce propos David Leister et Karine Lallieu, la députée bruxelloise PS. Aux alentours du 1er mai, il y a eu un appel de la société civile pour faire une majorité progressiste à Bruxelles pour l'avenir de Bruxelles, pour l'avenir des Bruxellois et des Bruxelloises. Et donc, Ahmed Lawesh, avec le Parti socialiste, a eu envie de répondre à cet appel et de prendre des initiatives. Donc, nous avons pris depuis 3 semaines des initiatives pour rencontrer l'ensemble des partis progressistes qui voulaient discuter, faire des rencontres autour de différentes thématiques, mais surtout comment remettre de l'ordre dans les comptes bruxellois et comment prévoir un avenir pour Bruxelles qui est autre chose que de l'austérité, mais prévoir un projet d'avenir pour Bruxelles. Nous changeons de méthode, c'est-à-dire que nous parlons du fond et pas vraiment de la forme. Les mêmes effets causent les mêmes causes pour créer les mêmes effets. Donc il faut ici que l'on arrête de venir avec des vétos à gauche à droite. Ici, on veut proposer une solution technique de méthode. J'entends bien les difficultés par rapport à certaines vétos. Peut-être qu'il y a des solutions qui existent. Je les réserve pour la table justement que l'on va composer pour tenter de répondre aux objections que les uns et les autres ont, soit sur la forme, soit sur le fond. On sait qu'il y a des difficultés par rapport à certains éléments de fond et c'est logique pour toute une série de partis. Et donc, discutons-en, discutons également de la méthode que nous allons proposer encore cette semaine pour tenter, qui sait, de former ce gouvernement. Voilà, alors signe positif, ces 2 initiatives, Frédéric Lamotte, vous avez l'impression que les choses commencent enfin à bouger ? Finalement, il y a un peu de mouvement, mais il n'y a pas de gouvernement encore.
C'est depuis un an que chaque fois il y a des politiciens qui essayent de former un gouvernement d'un côté ou de l'autre côté, mais les résultats, ça reste la même. On n'a pas de gouvernement, on n'a pas un projet politique qui nous prépare pour le futur. Oui, parce que vous ne voulez pas faire de politique, mais là on voit qu'il y a deux initiatives qui sont tout de même différentes. Pour vous, peu importe le gouvernement qui se met en place, du moment qu'il y a un gouvernement? Mais il y a un an, il y a eu des élections. Les Bruxellois et les Bruxelloises ont voté. Ils ont élu 89 députés. Et ces députés, ils ont une mission aujourd'hui, c'est de former un gouvernement. Ce n'est pas à Respect Bruxelles de dire qui doit être autour de la table ou quel est le contenu de l'accord de gouvernement. Mais c'est notre rôle de dire que les politiciens ont pour responsabilité de faire ces démarches pour arriver à avoir un gouvernement. Oui, et vous n'avez pas peur d'être rattrapé justement par cette initiative politique et qu'on vous demande de choisir un camp entre le projet progressiste défendu par Ahmed Laoueche ou la déclaration de politique générale de David Leister? Non, pas du tout, parce que nous, on n'a pas une partie, on ne fait pas partie d'une partie politique. On n'a pas une carte membre, on est des citoyens, on va investir notre propre temps ici pour faire le point le 9 juin, et il n'y aura pas de gouvernement le 9 juin, je suis désolé. Et ça va prendre encore trop de temps. Oui. Et vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné, ces deux initiatives, ça risque de diviser votre mouvement entre le choix des uns et le choix des autres? Non, parce qu'on a déjà choisi. Comme Daniel disait, on est allé aux élections il y a un an. On a déjà mis notre vote. Et aussi, un deuxième point de Respect Bruxelles, ce n'est pas uniquement former un gouvernement au plus vite, mais également, on veut une réforme de structure institutionnelle de Bruxelles. Oui, mais là, on entend deux points de vue divergents. Quand vous dites effectivement, les Bruxellois ont voté, et on entend du côté des progressistes dire les Bruxellois ont voté à gauche, et puis on entend le MR David Leister qui dit nous, on nous a élus premier parti de Bruxelles. C'est vrai qu'on peut analyser différemment les résultats de cette élection. Mais ça demande beaucoup de capacité de faire vivre la démocratie. C'est un système compliqué, mais c'est le moins mauvais système qui existe aujourd'hui. Et il doit vivre. Et il y a aujourd'hui, effectivement, différentes sensibilités autour de la table. Et ce qui est demandé aux élus, c'est d'avoir la capacité de former des compromis pour rassembler une majorité des Bruxellois autour d'une vision et d'un projet. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que déjà aujourd'hui, le fait qu'à Bruxelles on n'arrive pas à s'entendre, ça a des conséquences sur la manière dont le citoyen perçoit la démocratie, son dégoût à un certain moment de certaines pratiques politiques? Ben oui, tout à fait. En fait, je constate dans mes amis autour de moi, je suis néerlandophone, comme vous avez sans doute entendu, que les gens en ont marre. Ils ne comprennent pas pourquoi l'une partie ne veut pas parler avec l'autre. On ne comprend pas les vétos. Et on voit un politique qui n'a pas assez de niveau. On demande une politique de qualité. On demande des gens qui se parlent. On était tous les deux entrepreneurs. Ici à Bruxelles, tu ne peux rien réaliser sans parler avec l'autre. Ouais. Et parler avec l'autre, c'est crucial. Et pour le moment, nos politiciens ne le font pas. Ouais, et donc, chacun se renvoie la responsabilité de l'échec. Vous ne voulez pas prendre position dans ce débat aujourd'hui? Non, ce n'est certainement pas notre rôle de prendre position. C'est hors de question qu'on prenne position. On prend position pour la démocratie, pour le vote des citoyens et effectivement pour la nécessité, pour les uns et les autres, de se parler et d'arriver à des compromis. C'est la magie de Bruxelles. Ouais, et vous avez Bruxelles, peur... Bruxelles est une ville qui est... Enfin, c'est une ville-monde avec une multitude de langues, une multitude d'origines. Il y a à peine un Bruxellois sur 3 qui a son père et sa mère qui étaient belges. Enfin, c'est un lieu où on est obligé d'être capable de se parler, de se comprendre et de faire des compromis. Oui, et vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, qu'il y a un certain clivage à Bruxelles, même au sein de la population, et c'est ce qu'on dit souvent, il y a le canal comme frontière et des populations différentes. Il y a des ponts qui connectent les deux côtés. Oui, donc, et ça va, tu sais. Oui, mais par rapport même à la sociologie du vote, est-ce que vous ne voyez pas finalement qu'il y a différentes sociologies suivant qu'on soit d'un côté du canal ou de l'autre côté du canal? Je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le canal. Oui, c'est souvent ce qu'on dit, c'est souvent ce qu'on cite comme frontière. Oui, voilà. Mais effectivement, il y a des ponts qui le traversent. Oui. Ce n'est pas un enjeu entre le néerlandophone et le francophone. Nous on montre ça, on symbolise ça dans notre collaboration. C'est que maintenant que Bruxelles est en train de se recommunautariser
Et ce n'est pas nous. Ça ne représente pas les Bruxellois. Comme je disais tantôt, on doit travailler ensemble. Il y a des enjeux différents. Il y a des enjeux dans certains partis politiques qui disent « Ok, moi, je vais uniquement défendre les intérêts des gens qui, je pense, ont voté pour moi. » Ça, c'est mieux avant les élections. Après les élections, il faut des gens qui sont là pour tous les Bruxellois. Parce que Bruxelles n'est pas si grand. On est tous des voisins. Oui, alors par rapport à ça, c'est vrai que vous appelez également à une réforme des institutions bruxelloises. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, selon vous, à l'analyse? Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais Bruxelles a été construite sur une base duale, où il faut choisir en tant qu'électeur, quand on a le premier écran devant soi, soit de voter pour des francophones, soit pour des néerlandophones. Et aujourd'hui, ce clivage net, strict, cette scission entre deux démocraties sur une même petite ville, elle ne correspond pas à la réalité de Bruxelles. Et pour nous, on est convaincus que la difficulté vient en partie de cette situation. Plutôt que d'avoir 10, 12 partis qu'il faut mettre ensemble, on pourrait très bien avoir, tout en respectant la minorité néerlandophone et en ayant des mécanismes qui garantissent sa représentation au même niveau que ce qu'elle est aujourd'hui, on pourrait très bien avoir des listes uniques qui regroupent des partis qui sont normalement de même sensibilité et qui seraient obligés déjà en amont des élections de trouver des compromis, de faire des propositions qui sont constructives pour tous les Bruxellois. Plutôt que de se réfugier dans des postures où l'autre est dangereux, le flamand veut la mort de Bruxelles, le wallon et ceci. Non, les francophones, les néerlandophones, aujourd'hui partagent cette ville avec une multitude d'Européens qui aujourd'hui n'ont pas le droit de vote, et c'est un scandale. Et il faut réussir à trouver des mécanismes, une structure qui fait en sorte que ces différents publics convergent vers des solutions communes, parce qu'on partage le même espace, on partage la même ville. Oui, alors pour vous, Frédéric, et pour Respect Brussels, il faut mettre un terme à la représentation garantie des néerlandophones au Parlement bruxellois, qui pour l'instant ont 17 députés et s'est coulé dans le bronze. Pour vous, il faut remettre ça en cause ? Non, je ne pense pas qu'on doit remettre les équilibres fédéraux, parce que là, si on touche à ça... Ça me fait un peu peur, honnêtement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau bruxellois pour être mieux représentés. Et pour avoir des politiciens qui ont que Bruxelles à l'intérêt et pas les intérêts de leur parti politique en Flandre ou en Wallonie. Oui, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est difficile pour les responsables politiques flamands de Bruxelles de peser face à la Flandre ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un grand problème pour moi, c'est un souci qui doit être résolu. Pour le moment, le collège néerlandophone à Bruxelles compte, à mon avis, 50 000 personnes, mais ça ne pèse pas en Flandre. On n'est pas assez nombreux pour peser et avoir un vrai impact sur la façon dont les présidents des différents partis politiques vont faire leur politique. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les différents présidents des partis politiques, ils gagnent des voteurs en harcelant les Bruxellois. Et pour moi, ça suffit. Harcelant les Bruxellois, en harcelant les Bruxellois, vous voulez dire quoi par là ? Ce que veut dire Frédéric, c'est que c'est facile de faire du Bruxelles bashing, de dire du mal de Bruxelles en Flandre. C'est facile de dire du mal de Bruxelles, parfois du côté francophone aussi, de voir les côtés qui ne fonctionnent pas. Mais aujourd'hui, le message qu'on porte, c'est non, il ne faut certainement pas diminuer la représentativité des néerlandophones et des francophones dans cette ville. Il faut peut-être trouver des mécanismes pour inclure aussi les Européens. Il ne faut pas diminuer ces mécanismes de protection, mais on peut les assembler d'une autre manière pour faire en sorte qu'il y ait, en amont des élections et en aval des élections, plus de convergence, plus de réflexion par rapport aux enjeux bruxellois, plutôt qu'aux enjeux francophones wallons ou néerlandophones Flandre, qui aujourd'hui viennent parasiter pour une part le débat à Bruxelles et la recherche de solutions. Oui, mais pour être clair, ce que vous appelez de vos voeux, ce sont des listes bilingues qui permettraient tout de même une représentation garantie des néerlandophones, des flamands. Écoutez, à Bruxelles, il y a plein de gens très intelligents qui ont déjà trouvé des solutions, qui sont en train de rechercher des solutions. À mon avis, il y a tous les éléments déjà sur la table. Il faut juste un politicien avec du courage pour la lire, la regarder et prendre la décision. Oui, donc pour vous, on ne peut pas passer cette législature-ci sans qu'il y ait à terme des modifications de ce système bruxellois. Oui, alors tout le monde va nous dire « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est compliqué, une réforme de l'État, c'est une boîte de Pandore. » Mais en fait, c'est un faux débat. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir réalisé les choses pour avoir une vision.
à Bruxelles, tous les partis politiques devraient aujourd'hui pouvoir se réunir autour de l'idée qu'on devrait avoir des listes bilingues avec représentation garantie des néerlandophones et des francophones, de la même manière qu'on l'a aujourd'hui, mais d'avoir un mécanisme qui fait en sorte de faire vivre Bruxelles. On n'a pas besoin de le réaliser demain, mais au moins on doit avoir une vision sur là où on veut aller. Ouais. Et effectivement, si c'est possible de le faire dans 4 ans, c'est important de le faire dans 4 ans. Si ça prend un peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps. Mais au moins, ne pas faire l'économie d'avoir cette vision dès aujourd'hui. Oui, et vous pensez que dans le climat politique actuel qui reste crispé, c'est possible d'avoir un débat serein là-dessus, Frédéric Lamotte? Si ça aurait été impossible, on n'aurait pas dit que c'est difficile. Ouais. Quand les gens nous disent que c'est difficile, je dis alors, vas-y, let's go. Ouais. Donc, ce n'est pas ça qui doit nous empêcher, non, ou pas empêcher du tout. En tout cas si on ne peut plus attaquer les choses qui sont difficiles à Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait encore? Ouais. Alors, une question, là, un appel citoyen donc pour lundi, un pique-nique à midi à la Bourse. Vous attendez combien de personnes à peu près? Vous avez une idée aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui aiment Bruxelles. Alors on compte vraiment sur leur présence à tous, lundi à midi, place de la Bourse. Alors combien ils seront? Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Nous, on va créer le cadre pour faire en sorte que ça se passe bien, pour avoir un message positif ensemble. Et on voit que ce message porte aujourd'hui. Est-ce qu'on sera 50, 500, 5000? Je ne sais, je n'ai aucune idée. Mais ouais. En tout cas, l'invitation est lancée. C'est important que tous ceux qui trouvent que la situation actuelle n'est pas OK, qu'ils le montrent en étant présents avec nous. Ouais, vous sentez, vous, aujourd'hui, qu'il y a le ferment d'une mobilisation plus importante? J'y crois absolument, oui. Oui. Quand je parle aux gens autour de moi, tout le monde en a marre de ce spectacle politique un peu tragique. Et tout le monde en a marre qu'on n'écoute pas. Il y a déjà plein de gens qui ont écrit des tribunes, qui ont fait des propositions, qui ont fait un boulot qui n'est pas leur boulot. Et les politiciens ne bougent pas. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est à nous de dire, je pense, on doit unir Bruxelles, on doit venir tous à la place de la Bourse et on doit montrer aux politiciens que Bruxelles marche et qu'on a un peuple uni et pas divisé. Oui, et après, en fait, est-ce que c'est le début d'un mouvement qui va s'inscrire dans le temps jusqu'à la mise en place d'un gouvernement bruxellois? On va avancer étape par étape. Mais en tout cas, on n'a pas l'intention de laisser les choses en suspens et de se décourager par rapport à cette situation. Donc oui, on continuera à communiquer si c'est nécessaire et aussi longtemps que c'est nécessaire pour arriver à ce premier objectif d'un gouvernement et si possible à pouvoir initier des réflexions ou contribuer à des réflexions qui auraient lieu par rapport à une réforme de l'État. Oui, donc ça veut dire que vous inscrivez ce mouvement Respect Brussels dans le temps et vous vous dites, même si un gouvernement est constitué, nous on veut continuer à être là pour imposer des changements dans la structure institutionnelle de Bruxelles. Imposer, réaliser des solutions en collaboration. Oui, en tout cas faire pression, quoi, on va dire. Oui, mais on doit parler avec tout le monde, parce qu'à Bruxelles on ne parle pas assez. Et c'est vraiment possible d'avoir une conversation avec Ahmed Lawesh et avec David Lester. Ça va, ce sont aussi des gens comme nous, comme toi. Et ils ont aussi une opinion, il faut les respecter, il faut présenter une vision et voir où est-ce qu'on peut trouver un compromis, où est-ce qu'on peut changer la structure de Bruxelles pour que les Bruxellois se sentent vraiment représentés au niveau politique. Oui, et votre mobilisation, elle pourrait prendre la forme, par exemple, d'une pétition ou d'autres types d'actions? On verra. On se laisse cette liberté de décider après le 9 juin quelle forme elle devra prendre. Est-ce que ce sera aussi simplement de faciliter des échanges et comme l'a dit Frédéric, de favoriser la communication entre toutes les parties. Mais pour le moment, l'étape 1, c'est d'avoir un maximum de monde le 9 juin pour faire passer un message et aider à ce qu'il y ait cet accouchement de ce gouvernement au plus vite. Merci en tout cas, l'appel est lancé. Merci d'être venu partager le fruit de vos réflexions et aussi de vos préoccupations sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.